France Bleu Midi, ensemble, Daniela Lombroso. Alors Axel Kahn, vous aviez déjà parcouru le pays, du nord-est au sud-ouest, dans votre précédent livre. Cette fois, donc dans Entre deux mers, voyage au bout de soi, vous allez de la Bretagne à la Méditerranée. Alors est-ce qu'il y a une différence entre ces deux France finalement, celle que vous avez parcourue d'abord, du nord-ouest au sud-ouest, et puis celle-ci? C'est la même France, mais elle est diverse. Les situations ne sont pas partout les mêmes, les paysages ne sont pas non plus partout les mêmes. Tout d'abord, un mot sur les paysages. Dans cette deuxième diagonale, mon périple a été considérablement plus accidenté. J'ai traversé une partie des massifs montagneux du pays, ce qui m'a amené, au total, à grimper pendant pas loin de 44 000 mètres et descendre autant, ce qui est absolument considérable et ce qui a modifié naturellement la difficulté de l'ensemble. Au point de vue également de la situation socio-économique, alors qu'en 2013, j'étais parti des territoires du nord-est pour continuer par le centre jusqu'au centre-ouest, que les géographes connaissent sous le nom de la diagonale du vide. Là, je suis parti du Grand Ouest, qui va beaucoup moins mal. Alors qu'en 2013, le chômage dans les endroits qui avaient connu un développement industriel était de l'ordre de 20-22% pour le chômage de catégorie A, celui qui est total. Il était toujours inférieur à la moyenne nationale en 2014, en Bretagne, dans les Mauges, dans le Grand Ouest. Dans le livre, et donc, absolument. Il y a une énergie en Bretagne qui fait peut-être qu'il y a un peu moins de chômage. Oui, une énergie qui est liée, c'est l'hypothèse que j'avais formulée, qui est liée à l'attachement au territoire. L'attachement très fort à une culture aussi. À une culture, à un territoire, à une identité. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est que dans les territoires post-industriels, les personnes qui ont connu progressivement le délitement du tissu de l'emploi, il faut reconnaître, se sont persuadés, et on peut les comprendre, que le pire est certain. Aujourd'hui, c'est effroyablement plus dur que le passé, et ils ont peur que le lendemain soit encore pire. Et donc, rien n'est plus démobilisateur que, évidemment, la certitude que le pire est certain. Si le pire est certain, il n'y a vraiment pas besoin de s'engager, puisque de toute façon, le pire est certain. Alors que quand on est attaché à une idée identitaire, à un territoire, alors c'est le début de l'évidence, de l'importance d'une action collective pour, ne serait-ce que cela, arriver à mobiliser, à défendre, à permettre la renaissance du territoire. Je crois que c'est l'élément par lequel cette importance de l'attachement identitaire et territorial joue un tel rôle, aussi bien d'ailleurs en Gascogne que dans le Béarn, dans le Pays Basque, qu'en Bretagne, dans les Mauges, pour des raisons toujours différentes. Alors, Axel Kahn, vous vous êtes lancé ce défi à plus de 70 ans, un périple de j'avais pas encore 70 ans à l'époque. Maintenant, c'est vrai, ils m'ont rattrapé, vous voyez. Comme je me suis arrêté, vous êtes né en 44. Les 70 ans ont continué et ils m'ont rattrapé. Plus de 2000 kilomètres quand même. Physiquement, ça a été difficile ce voyage ? Oui, contrairement en 2013. En 2013, je marche depuis que je suis tout petit. En 2013, enfant. Vous n'aviez que 69 ans. Voilà. Oui, alors, évidemment, peut-être que le caractère coquin de mon âge en 2013... Alors, j'avais 68 ans même, c'est pas vrai. Vous êtes né en 44, j'ai lu ça. Oui, absolument, mais en septembre 44. Ah, voilà. Et comme j'ai marché du mois de mai à la fin du mois de juillet, vous savez, je dis rarement des mensonges, ça m'arrive, relativement rarement. Vous avez fait environ 30 km par jour. Oui, c'est cela. Avec un GPS, un téléphone portable. Alors, un téléphone portable, parce que j'avais décidé déjà, avant de partir en 2013, que les gens qui étaient intéressés à cela pouvaient me suivre sur les réseaux sociaux. Je postais tous les soirs. Voilà, je postais tous les soirs des photos commentées et éventuellement, plus en 2013 qu'en 2014, parce que c'était la question en 2014, c'était beaucoup plus dur qu'en 2013. En 2013, il n'y avait pas de défi physique. En 2014, il y avait un vrai défi physique. Et jusqu'à quelques heures avant mon arrivée, disons la veille de mon arrivée, j'étais pas sûr de pouvoir y arriver, tant les difficultés étaient grandes et tant la carcasse commençait à protester. Donc il y a une différence qui est relativement importante. Et j'avais un GPS parce qu'une des raisons pour lesquelles cela a été considérablement plus dur, c'est que je n'avais pas de chemin balisé en 2014 et que je me suis trouvé souvent perdu en race campagne et surtout dans la montagne lorsque un chemin avait été indiqué dans le temps sur les cartes d'état-major, sur mon GPS. S'il n'était pas utilisé, s'il n'était plus utilisé, il avait évidemment cessé d'exister et était
totalement la proie du maquis. Et le maquis, dans les Alpes du Sud, est totalement infranchissable. Ceux qui connaissent les Alpes du Sud, la Corse, savent très bien que hors des chemins qui sont déblayés, on ne peut pas passer. Donc il m'est arrivé souvent de me trouver dans ces conditions-là, dans des escarpements très compliqués dont j'ai eu du mal à me dégager, d'où l'incertitude jusqu'à la fin. Oui, Axel Kahn, évidemment, dans ce périple de 2000 km qui a donné naissance à ce livre qui s'appelle Entre deux mers, voyage au bout de soi. Vous avez pris des chemins de traverse, vous n'avez pas pris l'autoroute, ça va de soi. Ça non. Alors, on sent que vous êtes un vrai amoureux des paysages, vous les décrivez évidemment. Et des fleurs, des paysages et des fleurs. Je suis un amoureux fou des fleurs. Et vous parliez du blog, parfois on vous reconnaît, vous racontez « Un homme qui m'attendait manifestement depuis bien longtemps m'interpelle ». Vous êtes Axel Kahn. En effet, c'est bien moi, ravi de vous rencontrer. Mais dites-moi, monsieur Kahn, les livres suivent, n'est-ce pas? Cet homme s'imagine que ma marche s'apparente à une tournée de promotion, de vente et de dédicaces. Il attend la camionnette ou la carriole à bras pour s'en faire dédicacer. Ouais, j'étais à Val-Étroit, ça, en Bretagne. Je me le rappelle très bien. C'était un moment extrêmement drôle. Il était très déçu, d'ailleurs. Alors, il était content de me voir parce qu'il m'attendait depuis 2 heures, mais il était très déçu de ne pas voir les bouquins qu'il voulait se faire dédicacer. Alors, vous arrivez dans la Loire au moment des élections européennes. Vous suivez attentivement les résultats. Vous parlez, vous, de sécession de population. Qu'est-ce que vous entendez par là, Axel Kahn? C'est un terme que j'ai proposé d'utiliser en 2013 pour rendre compte de ce phénomène par lequel des populations, soit totalement déshéritées, soit encore, on va dire, favorisées, mais ayant peur du déclassement pour demain, ces populations en arrivaient à ne plus prêter du tout l'oreille au discours habituel, si vous voulez, des gestionnaires de gauche ou de droite qui nous gouvernent. Et comme ils considèrent que le présent est une dégradation du passé et que l'avenir promet d'être encore bien pire, évidemment, ces populations en sécession avec ce discours raisonnable mais un peu convenu, prêtent l'oreille à un discours qui propose simplement comme perspective d'avenir le retour au passé. C'est avant tout, évidemment, le discours de Madame Le Pen et de ses partisans. Et c'est un phénomène qui est tout à fait parallèle à la montée du Front National. J'indiquais en 2013, si on ne prend pas en compte ce phénomène, alors des pans entiers de la population sont prêts à faire sécession. Et vous voyez, en 2014, évidemment, toutes les élections l'ont confirmé, mais j'ai décrit d'un peu plus près un autre type de sécession. Dans la Creuse, j'étais assis pour déjeuner dans un très petit village qui ne gardait plus que 130 habitants. Un monsieur est venu me voir de 60 ans qui m'a raconté que quand il avait 20 ans, c'était bien de vivre là quand même parce qu'il y avait les bals où on rencontrait les filles et on faisait ses premières expériences, on se mariait des fois. Il y avait la pharmacie, le docteur pour les gamins. Il y avait de quoi aller chercher ce dont on manquait pour achever la confection de la soupe le soir. Il me disait, voyez, monsieur Kahn, aujourd'hui, il n'y a plus rien. J'ai besoin d'un paquet de nouilles, il faut que je prenne ma voiture, 25 km sur ces routes tortueuses, c'est absolument fou. Et pourtant, cet homme-là aussi fait des sécessions, que voulez-vous? Axel Kahn, vous évoquez quand même une sorte de revitalisation rurale, c'est-à-dire un retour à la terre des couples et des jeunes. Donc tout Elle est n'est réelle, pas si vous loin. savez. Ça, Oui. c'est une réalité. C'est D'abord, une je l'ai réalité. observé, bon, ça c'est subjectif, mais ensuite, j'ai voulu confronter ma subjectivité aux données démographiques. La population rurale a cessé de diminuer dans les années 90, totalement, et le repeuplement rural, j'exclus totalement les régions périurbaines. Le repeuplement rural, globalement, a augmenté les populations de l'ordre de 15 à 20, voire jusqu'à 30%. Il y a des exceptions. Les exceptions, c'est les anciens sites mi-ruraux, mi-industriels, où il y a des friches industrielles, des îlots de pauvreté qui sont relativement dissuasif, hélas, pour que des néo-ruraux s'installent, parce que cette repopulation est liée à plusieurs phénomènes. Tout d'abord, les néo-ruraux, des jeunes retraités français et étrangers qui veulent, et qui ont du pouvoir d'achat, c'est important, donc qui contribuent à la vie vraiment du pays, qui veulent vivre quelques décennies là. Deuxièmement, il y a les gens qui peuvent aujourd'hui, grâce à la connexion informatique, travailler de manière délocalisée. Et troisièmement, c'est le plus important, de tout temps, les gens qui quittaient le pays pour travailler quand ils étaient jeunes, ils revenaient à la retraite. Ils sont
un nombre non négligeable aujourd'hui, quand ils ont une idée et le courage de le faire, de rentrer avant l'âge de la retraite pour travailler et entreprendre au pays. Et ça, j'en ai vu de très nombreux exemples. Axel Ça, c'est Kahn, un phénomène réjouissant. votre livre s'appelle Entre deux mers, voyage au bout de soi. On va continuer à en parler. Vous nous parlerez de vos différentes rencontres parce que les gens, évidemment, vous les avez rencontrés au cours de ces 2000 km que vous avez fait dans toute la France. Mais dans un instant, c'est Thierry Garcia avec Allô les stars. France Bleu.